Voilà, Madame, Monsieur, je vous souhaite la bienvenue à ce point presse qui va nous permettre de vous donner des informations relatives à plusieurs domaines touchés par la crise Covid-19. M'accompagne pour l'aspect structure d'accueil extrafamiliale de jour, Monsieur Stéphane Quéru, chef du service de l'enfance et de la jeunesse, Madame Chantal Robin, directrice de la Chambre du commerce, Madame Antoinette Devecq, conseillère communale de la ville de Fribourg, et Madame Micheline Guéry, comme secrétaire générale de l'Association des communes fribourgeoises. Concernant le domaine de l'asile, m'accompagne M. Jean-Claude Simonet, chef du service de l'action sociale, et M. Claude Gumi, directeur d'ORS pour la région romande. Les structures d'accueil extrafamiliales ont pour objectif, vous le savez, la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Elles sont un élément essentiel de notre politique familiale et les récents événements ont mis ces structures fortement à contribution. Pour rappel, elles ont dû cesser leur activité normale, mais rester à disposition pour accueillir les enfants des parents travaillant dans un domaine essentiel au bon fonctionnement de la société, notamment la santé, la sécurité, l'enseignement, les institutions socio-éducatives et l'approvisionnement de la population en biens et en services vitaux. Elles doivent également accueillir les enfants dont la prise en charge ne saurait être assurée autrement que par des personnes à risque. Il faut être clair, si nous ne faisons rien, l'existence même de ces structures est mise en péril. Les pertes financières inhérentes à la situation du Covid-19 seraient pour ces structures trop importantes. L'État, les communes et les employeurs ont donc uni leurs efforts pour trouver une solution acceptable pour toutes et tous. Nous nous sommes ensemble penchés sur cette question. La solution proposée aujourd'hui, soutenue par les employeurs et recommandée aux communes par l'Association des communes fribourgeoises, montre cette volonté de tirer tous ensemble à la même corde. Les mesures que nous avons décidées hier au Conseil d'État sont donc les suivantes. Tout d'abord, la subvention État et employeurs sera versée selon les critères habituels et ce également pour les heures non fournies durant la durée de la validité de l'ordonnance. Le Conseil d'État demande aux communes de verser aux structures les subventions également pour les heures non fournies. Le solde des acomptes des subventions de l'État et employeurs jusqu'à hauteur de 80% des subventions annuelles sera versé en avril, ce qui va permettre aux structures de disposer des liquidités nécessaires. Il reste l'inconnu des mesures de la Confédération dont nous n'avons à ce stade aucune connaissance. Ainsi, sous réserve d'éventuelles autres mesures de la Confédération, un soutien supplémentaire financé par le Fonds des employeurs pourrait être octroyé aux crèches pour lesquelles le versement des subventions État, employeurs et communes ne permettrait pas de couvrir les coûts de l'activité de cette période. Pour obtenir ce soutien, les communes doivent participer également au soutien des structures et une demande de RHT doit être déposée par la structure. Enfin, les structures d'accueil extrafamiliales doivent rester ouvertes durant les vacances de Pâques. Elles peuvent, le cas échéant, se regrouper pour organiser la prise en charge des enfants qui ont besoin de cet accueil. Je vais passer maintenant la parole à M. Stéphane Quéru qui va vous donner quelques chiffres. Oui, Madame la conseillère d'État. Madame la conseillère d'État, Mesdames, Messieurs, le dispositif des structures d'accueil est important pour permettre aux parents prioritaires de pouvoir continuer d'exercer dans les dispositifs qui ont été mis en place pour la lutte contre le Covid-19. Dans le cadre de l'organe de coordination délégué par l'OCC avec les préfets, l'association des communes, les représentants de l'école, des structures d'accueil et de la Croix-Rouge et du SEJ, des solutions concrètes sont en voie d'être trouvées ou ont été mises en place déjà ces derniers 15 jours pour permettre la prise en charge de ces enfants. Il a été notamment décidé de procéder à un relevé quotidien du nombre d'enfants placés tant à l'école que dans les structures d'accueil de jour. Et on peut dire qu'à ce jour, le nombre des enfants accueillis entre le 16 et le 27 mars dans les crèches et les accueils extrascolaires se répartissent de la manière suivante.
Pour les crèches, elles sont au nombre de 65 dans le canton. Elles offrent en temps normal 2100 places. Et actuellement, elles ont accueilli, sur la période concernée, en moyenne 160 enfants par jour. Dans les accueils extrascolaires, qui sont au nombre de 110 et qui offrent habituellement 4100 places à midi, c'est la partie la plus importante de ces accueils, 145 enfants ont été accueillis en moyenne par jour sur la même période. J'en ai fini. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Madame Chantal Robin qui va nous donner le point de vue des employeurs. Madame la directrice, à vous. Merci, mesdames et messieurs. La situation actuelle est difficile pour la plupart des secteurs d'activité. Les exemples défilent en continu et vous les relayez d'ailleurs tous les jours. Gouverner, c'est aussi prévoir, même si on peut le dire, aujourd'hui, prévoir, c'est devenu une action qu'on pourrait qualifier de complication horlogère. Nous travaillons à soutenir tous les secteurs d'activité. Cependant, il faut bien le dire, certains sont plus touchés et les urgences dominent. Aujourd'hui, les structures d'accueil sont indispensables parce que, même réduites, certaines activités économiques sont maintenues fort heureusement. Comme l'a soulevé le Conseil fédéral, elles sont le socle nécessaire à pouvoir maintenir notre pays. D'autre part, il est tellement indispensable d'accueillir les enfants du personnel de la santé, des commerces de première nécessité. Elles sont nécessaires à soutenir les parents qui travaillent notamment dans l'approvisionnement. Elles sont nécessaires à soutenir les parents qui sont qualifiés à risque. Les milieux patronaux estiment que les structures d'accueil sont un pilier très important lors de la reprise, car reprise, il y aura, nous en sommes convaincus. Tout doit être fait pour garantir la pérennité de ces infrastructures. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Madame Antoinette Devecq, conseillère communale pour le point de vue des communes. Merci beaucoup, Madame Devecq. Oui, Madame la conseillère. Alors, je vais surtout me baser sur la situation de la ville de Fribourg. Actuellement, les crèches de la ville sont ouvertes, ainsi que les AES. Et nous accueillons les enfants dont les parents ont des professions prioritaires face à cette crise, profession que vient d'énumérer notre conseillère d'État. La ville de Fribourg soutient 15 crèches, soit en finançant des places, soit en compensant le déficit. La ville soutient aussi l'accueil familial de jour. Le coût annuel pour la ville, c'est près de 6 millions. Toutes ces structures sont de droit privé, c'est-à-dire qu'elles pourront bénéficier du chômage à temps partiel, et elles ont d'ailleurs fait de telles demandes. Mais ce chômage à temps partiel ne compensera pas les pertes que vont subir les crèches et aussi les coûts fixes. Simplement, en ville de Fribourg, la contribution de l'ensemble des parents pour les crèches en un mois s'élève à 300 000 francs. C'est donc une perte très lourde que les crèches ne peuvent pas supporter toutes seules. Par conséquent, la ville remercie le canton pour son engagement à verser un soutien supplémentaire pour ces coûts que les crèches n'arriveront pas ou les structures n'arriveront pas à supporter. J'ai appris aujourd'hui que la Confédération allait aussi s'engager pour soutenir les structures extrafamiliales et j'en remercie. Pour la ville, il est essentiel que ces structures puissent continuer à jouer leur rôle dans la conciliation de la vie familiale et vie professionnelle. Par conséquent, la ville continuera à verser ses subventions tant que durera la période limitant l'accès à ces structures. Il en va de leur survie. Elle pourrait du reste reprendre les bases de calcul proposées par le SEJ, c'est-à-dire se baser sur l'occupation des mois de janvier et février pour calculer l'occupation. Ce soutien de la ville se fera en complément des soutiens cantonaux et fédéraux. En ce qui concerne les accueils extrascolaires, qui représentent 445 places, les AES sont de structures communales. Ça veut dire qu'elles sont publiques. Son personnel est engagé sous contrat de droit public. Pour cette raison, il n'est pas possible de mettre au chômage à temps partiel le personnel. La perte est donc entièrement à la charge de la commune. Il faut y ajouter le manque à gagner mensuel du fait que les parents ne paieront plus leur participation, qui est estimée à 140 000 francs par mois. Je rappellerai dans un contexte plus général que la ville vient d'annoncer un soutien financier de 3 millions pour atténuer justement les effets de cette crise. Ce montant sera proposé au Conseil général lors de la prochaine assemblée. Cette aide est bien entendu subsidiaire à celle versée par la Confédération et le canton. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Madame Micheline Guéry, secrétaire générale de l'Association des communes fribourgeoises. Madame la secrétaire, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la conseillère, Mesdames et Messieurs. Donc, dans le cadre de l'organe cantonal de conduite, en particulier de cette cellule vie quotidienne que je partage avec Monsieur le préfet Borcar, qui est aussi président de la conférence des préfets, on a très vite mis sur pied une cellule qu'on intitule école, structure d'accueil, de telle manière à pouvoir accompagner toutes les décisions et soutenir l'ensemble de la population, mais aussi les communes et les structures dans le cadre de la gestion de cette crise. L'importance du maintien des structures a été rappelée par les différents intervenantes et intervenants. Je ne reviendrai pas sur cette question qui nous occupe éminemment. La proposition et la recommandation qui est faite de la part de l'organe cantonal de conduite s'inscrit en prolongation de la décision qui a été prise par le Conseil d'État qu'a présentée Madame la conseillère. Donc, sous réserve d'éventuelles mesures d'aide de la Confédération, dont on a pris l'intention ce matin, et sur la base donc, de cette ordonnance de mardi, l'organe cantonal de conduite recommande aux communes de poursuivre le subventionnement des structures d'accueil, étant donné que les montants sont budgétisés, donc elles les ont dans les budgets annuels, à condition que les structures d'accueil ont déposé ou déposent, dans les meilleurs délais, une demande d'indemnité de réduction de l'horaire de travail, donc les RHT, pour les structures qui en ont droit. Ensuite, un paiement volontaire des 20% des salaires non couverts par les RHT du personnel inactif ne peut pas être dédommagé. Ça, c'est toute une question d'égalité sociale qu'on a prise en considération. Là, au titre de l'Association des communes fribourgeoises, j'aimerais aussi remercier le canton et le Fonds de l'employeur pour le soutien au manque à gagner de ces structures qui sont essentielles à assurer la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, et cette vie professionnelle qui est encore renforcée pour certaines professions. On a eu aussi l'occasion, dans le cadre de cette cellule école et structure, de préciser la notion de parents prioritaires. Donc, les chiffres que nous a présentés M. Quéru aussi reflètent l'utilisation maintenant actuelle de ces structures, de ces écoles, qui seront ouvertes durant les vacances de Pâques. Merci beaucoup. Voilà pour le domaine des structures d'accueil extrafamiliales. En ce qui concerne le domaine de l'asile, la crise Covid-19 a également une incidence non négligeable sur l'organisation des foyers d'hébergement pour requérants et requérantes d'asile. Nous avons aujourd'hui 4 structures, soit le foyer du Bourg, le foyer Sainte-Élisabeth à Groslay, le foyer de la Poya, et ce dernier étant destiné aux personnes qui ont une non-entrée en matière déboutée. Nous avons également, le foyer de Sainte-Élisabeth à Fribourg et le foyer de la Rosière à Groslay. Nous cherchons depuis quelques semaines des solutions qui nous permettent une prise en charge adéquate selon les normes édictées par l'OFSP pour les requérants qui habitent dans nos foyers, qui continuent d'arriver dans le canton, car la Confédération maintient les attributions au canton, soit pour Fribourg environ 14 nouvelles personnes qui arrivent par mois. D'un autre côté, l'exécution des renvois, les transferts en procédure Dublin vers différents pays européens sont actuellement limités, voire même interrompus, ce qui conduit à une certaine stagnation des personnes dans le canton de Fribourg, et les foyers se remplissent donc plus vite que prévu. Nous avons la chance de ne pas encore compter de personnes malades dans nos foyers, mais il faut anticiper, comme pour d'autres institutions à risque, si le cas devait se présenter. Il faut ainsi prévoir, entre autres, des lieux d'isolement ou de quarantaine. Nous avons donc décidé, avec l'accord du Conseil d'État hier, de rouvrir le foyer des passereaux à Breux, qui était conservé jusqu'ici en réserve, et une organisation a également été discutée avec ORS, Service et Caritas, qui va permettre d'accueillir 20 personnes du foyer de la Poya à l'ISR à Matran, pour nous permettre de pouvoir bien respecter ces normes de distance sociale. Messieurs Simonet et Gumi vont vous expliquer les mesures prises, et je vais passer la parole tout d'abord à Monsieur Simonet.
Merci Madame la conseillère, Mesdames, Messieurs. Effectivement, dans le domaine de l'asile, différentes mesures ont été immédiatement déployées. D'abord avec des directives qui ont été rapidement transmises aux partenaires chargés d'assurer l'accueil des requérants d'asile et des réfugiés dans le canton, des directives visant à assurer les prestations essentielles auprès de la population concernée et de façon à pouvoir déployer ces mesures avec précaution, aussi bien pour ce qui concerne les requérants d'asile, les réfugiés, que le personnel, et ceci dans les foyers d'accueil comme dans les appartements. Nous avons dans le canton 4000 personnes qui sont accueillies comme requérants d'asile ou réfugiés au total, et nous avons également procédé à un inventaire de toutes les personnes vulnérables concernées. Nous avons une liste des 180 personnes, une liste géolocalisée des 180 personnes vulnérables dans ce domaine-là. Nous avons bien sûr veillé en tout premier lieu à diffuser de manière adaptée la meilleure information possible auprès de tous les requérants d'asile et les réfugiés. Et nous avons notamment rapidement mis en place, le jour même où le Conseil d'État a décidé des mesures extraordinaires en rapport avec Covid-19, diffuser des vidéos, des capsules vidéo qui informent dans les détails, dans 8 langues différentes, tous les requérants d'asile et les réfugiés sur les mesures de précaution à prendre pour se protéger contre le risque de contamination. Nous avons, au niveau de l'hébergement, déployé les mesures pour optimiser l'utilisation des locaux à disposition pour veiller à avoir toutes les précautions au niveau de l'encadrement des personnes et pour l'hébergement de ces personnes. Nous avons veillé aussi à ce que le matériel puisse être réparti dans les foyers auprès d'ORS ou de Caritas pour que le personnel dispose, comme les personnes hébergées, des masques, des gants, des désinfectants nécessaires. Et je rappelle également que toutes les personnes dans le domaine de l'asile disposent des soins nécessaires. Actuellement, comme Madame la conseillère a dit, aucune personne n'est malade. J'en ai terminé. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à M. Gumi pour ce qui se passe dans les foyers. Merci Madame la conseillère. Mesdames, Messieurs, il est en effet bon de rappeler que dans le domaine de l'asile aussi, nous continuons à travailler 24 heures sur 24 dans en partie l'encadrement des personnes, bien sûr, qui sont dans les foyers, aussi au niveau de la santé, sans oublier les personnes qui sont en appartement. Pour nous, la priorité absolue, c'est évidemment la protection de notre personnel et la protection de nos résidents. Monsieur Simonet vous a parlé des différentes mesures qui ont été prises. Toute une série de ces mesures ont été appliquées dans l'ensemble de nos foyers. Je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple des horaires allégés entre les équipes pour qu'elles se croisent le moins souvent possible. Nous avons aussi évidemment l'utilisation alternée des salles à manger lorsqu'il y en a, de l'utilisation des cuisines, le marquage au sol, les distances, des plaques de plexiglas devant les bureaux, enfin toute une série de mesures ont été prises. Monsieur Simonet a parlé aussi de matériel avec des gants qui sont à notre disposition. Nous désinfectons régulièrement aussi les poignées, les plans de travail dans les cuisines et de manière régulière plusieurs fois par jour. Un élément important, c'est aussi l'information à notre personnel, mais aussi à nos résidents qui parfois n'ont pas la maîtrise des langues nationales. Donc, d'où l'importance d'avoir diffusé ces affiches, d'avoir ces capsules vidéo en plusieurs langues qui permettent aussi aux gens de comprendre pourquoi on applique ces mesures, pourquoi on leur demande d'appliquer ces mesures. Et ça, je crois que c'est très important. Nous avons aussi notre personnel de santé qui est très attentif à informer les personnes. On peut le faire aussi grâce aux interprètes de Se Comprendre de Caritas qui nous permettent aussi de rappeler le sens qu'il y a derrière et l'importance de ces mesures.
Monsieur Simonet l'a dit aussi, nous avons identifié et géolocalisé les personnes les plus vulnérables parmi nos bénéficiaires. Ces personnes sont identifiées, elles sont contactées de manière régulière. Nous sommes en train de monter une centrale d'achat pour que les personnes qui ne pourraient pas faire les courses elles-mêmes pour différentes raisons puissent être approvisionnées en biens de première nécessité, également aussi en médicaments, le cas échéant. Voilà ce qui était important pour nous aussi de dire. Quant à l'hébergement, avec l'ouverture des passereaux, avec la possibilité de travailler avec Caritas qui nous met à disposition une vingtaine de lits. Ça nous permet de diminuer les taux d'occupation dans les foyers actuels, d'avoir des espaces aussi de quarantaine si le besoin se faisait ressentir. Voilà, et puis un élément, je l'ai dit aussi, mais qui est très important, on a notre équipe de santé, notre pool santé qui est vraiment proche des gens, contrôle les gens en cas de suspicion, ils sont atteignables. Donc voilà, c'est un gros travail qui est fait par toutes nos équipes et je tenais aussi... je ne vais pas me mettre à applaudir parce que ce n'est pas 21h, mais quand même tirer mon chapeau et rendre hommage à ces équipes qui sont là 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Merci. Merci beaucoup. Voilà, avec ces informations, nous sommes maintenant volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. Petite question concernant ce paiement de la subvention État-employeur, ça c'est prélevé sur ce montant de 50 millions que le Conseil d'État a débloqué? Non, pas du tout. C'est une subvention qu'on a dans notre budget. C'est à peu près 5 millions par année. Ça représente 450 000 francs par mois pour la subvention État et 250 000 francs pour la subvention employeur. C'est les subventions régulières que nous avons, que nous fournissons en fonction du nombre d'heures fournies par les crèches. Et la décision là, c'est de verser ce montant même si les heures n'ont pas été fournies. Donc c'est un montant de 700 000 francs par mois entre le montant État et le montant employeur. D'autres questions? Oui, vous dites que vous avez précisé la notion de parents prioritaires, donc il y a eu des petits changements ou... Volontiers. Non, il n'y a pas eu de changement depuis la dernière précision. Il s'agit de réserver la capacité pour accueillir les enfants des parents qui sont extraordinairement impliqués dans la crise. Ça veut dire tous les feux bleus, le personnel sanitaire. Et là, c'est si un des deux parents est concerné et qu'il n'a pas d'autre solution, il peut demander une place en structure d'accueil ou bien alors en classe scolaire comme c'est prévu. Il y a aussi les cas concernant toute la chaîne alimentaire et puis aussi les enseignants qui devraient justement rester en classe et qui sont dans le domaine scolaire et qui doivent travailler. Et puis là, si les deux parents sont concernés. Donc là, il y a une gradation par rapport à ça. Oui, Monsieur Baird. Cette question de la géolocalisation là, des personnes à risque, si j'ai bien compris, dans l'asile, ça paraît quand même comme une mesure assez importante. Comment ça fonctionne et pourquoi est-ce qu'on a identifié ces personnes-là? Merci. L'identification des personnes vulnérables, c'est en rapport avec les critères qui ont été diffusés par l'Office fédéral de la santé publique, comme vous savez. Et la géolocalisation, elle a été relativement simple pour pouvoir permettre une organisation de la distribution des approvisionnements à ces personnes par la centrale d'achat qui est en train de se mettre en place. Je comprends bien, mais il me semble qu'on doit savoir où ces gens habitent du moment qu'ils ne sont pas censés sortir. C'est ça qui me surprend un petit peu.
Alors, parmi les personnes vulnérables, certaines vivent en foyer, d'autres vivent en appartement. Et puis, elles sont réparties sur l'ensemble du canton. Donc, pour pouvoir faciliter le travail de coordination au niveau de la distribution des approvisionnements auprès de ces personnes, il y a simplement une carte qui a été réalisée qui permet de situer ces personnes. Bien sûr, on connaît bien où elles sont domiciliées sur l'ensemble, mais c'est une vue d'ensemble géographique qui a été réalisée pour pouvoir bien organiser la distribution et s'assurer que personne ne soit oublié. D'autres questions? Oui. Je ne suis pas sûr d'avoir retenu les chiffres pour les pertes financières inhérentes au Covid-19 sur les structures d'accueil. Vous avez parlé d'un montant de 300 000 francs pour les crèches, sauf erreur. Non, on n'a pas de... Ça, c'était les chiffres, je pense, de Madame Devec sur la ville de Fribourg. Donc, on n'a pas le chiffre total des pertes. Ce qu'on a identifié très rapidement, c'est que les structures d'accueil allaient avoir un problème de liquidité et de soucis financiers, puisque il y a plus le nombre d'enfants placés habituellement. On avait plus de 2000 places, on l'a entendu, on est à peu près sur une plus petite période à beaucoup moins d'enfants placés. Donc on a réfléchi pour chercher ensemble des solutions et voir comment on pouvait venir en aide et en soutien aux structures d'accueil, puisque pour nous, comme vous l'avez entendu, l'objectif c'est vraiment que dès qu'on peut ressortir de cette crise sanitaire, de pouvoir avoir des structures d'accueil qui peuvent accueillir l'ensemble des enfants qu'elles accueillaient jusqu'à aujourd'hui. Donc l'examen qu'on a fait nous, c'est de dire l'État et les employeurs continuent de verser leurs subventions comme à l'accoutumée, sans égal que les heures n'aient pas été fournies, ce qui fait quand même les 700 000 francs par mois dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous recommandons, ainsi que l'Association des communes fribourgeoises et l'OCC, aux communes de continuer de payer leur soutien comme elles l'auraient fait normalement si les enfants avaient été accueillis, et les structures peuvent s'annoncer au RHT. Donc il y a 80% des salaires qui peut être pris en charge par les RHT. Ceci dit, comme les structures, sur les 65 structures, il y a 61 structures qui sont restées ouvertes pour accueillir des enfants, des parents, entre guillemets, dits prioritaires. Évidemment, quand vous fonctionnez avec 3 ou 4 enfants, vous laissez la crèche ouverte, il y a des surcoûts inhérents à ce fonctionnement, plus tous les coûts incompressibles comme le loyer, comme d'autres charges qui sont inhérentes à une structure d'accueil en plus des salaires. Donc c'est pour ça que c'est une combinaison de mesures et que nous disons que nous pouvons également venir avec un soutien supplémentaire pour les crèches qui n'arriveraient pas à passer les semaines qui viennent avec ces soutiens-là, un appui supplémentaire qui proviendrait du fonds des employeurs que nous avons en accord avec les employeurs. Il y a une possibilité de prélèvement sur ce fonds-là pour compléter le soutien aux structures d'accueil. L'objectif vraiment ensemble, canton, communes et employeurs, c'est vraiment de pouvoir retrouver toutes nos structures d'accueil au sortir de la crise. En ce qui concerne la Confédération, donc on n'a aucune information officielle sur un éventuel soutien de la Confédération. Nous avons simplement lu ce matin dans différents journaux qu'il pourrait y avoir une décision du Conseil fédéral. On attendra d'avoir cette décision et de voir dans quelle mesure ça vient compléter nos mesures. Voilà, donc ce sera lorsqu'on aura une décision du Conseil fédéral qu'on pourra statuer sur la suite. Ça m'arrangerait. Ou ça serait super sympa pour avoir les chiffres. Et puis,
Je ne sais pas si je demande ça après en entretien avec 2 personnes, mais franchement, moi, je n'ai pas compris le financement des crèches. C'est toujours les employeurs qui participent toujours ou c'est comment ça va normalement? Alors, le financement de la crèche, d'abord, c'est un coût qui est fixé selon un barème en fonction des revenus des parents. Pour ce coût global, sur ce coût global, il y a une participation de l'État qui est de 9,20 francs par jour. C'est en global parce que c'est un coût par heure. Hein. Je le fais pour une journée normale qui serait de 9,20 francs par jour, plus une participation des employeurs de 5,05 francs. Donc ça fait 14,25 pour une crèche par jour de soutien qui vient sur le coût total de la crèche en diminution pour les parents. La participation de l'État est... Du canton, tous les employeurs Oui, du canton. c'est un prélèvement de 0,04 pour 1000 sur les salaires, sur tous les salaires des employeurs et des indépendants qui viennent verser dans un fonds pour soutenir toutes les heures de placement dans les crèches, mais aussi pour les assistantes parentales. Et puis juste encore Et puis après, je finis juste, donc il y a le coût de la crèche, il y a cette déduction qui vient finalement en soutien aux parents de cette participation État et employeur, et il y a une subvention des communes en fonction du revenu des parents qui vient aussi soulager les parents, et le reste, le solde est à charge des parents. Mais j'ai juste pas compris la deuxième phrase. La première chose, oui, le canton, les employeurs donnent comme toujours, les communes, les subventions comme toujours. Mais après, der Restbetrag, der Beiträge des Staates und der Arbeitgeber wird im April entrichtet. Mais quel reste? Alors, on verse le système des subventions de l'État. C'est un système où il y a plusieurs acomptes. C'est 4 acomptes. Il y a 4 acomptes et un solde, 4 acomptes qui représentent le 80% et un solde au début de l'année d'après sur présentation des heures fournies. Donc au lieu de verser les acomptes, c'est quand même 5,5 millions de subventions entre État et employeurs par année. Au lieu de le verser en 4 acomptes, on va verser les 4 acomptes en avril pour faire de la liquidité aux structures. Le 80%, puisque le 20%, c'est le reste au début de l'année prochaine sur présentation des heures fournies. Ok. Je vous fais un petit dessin après, peut-être. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, Monsieur Vallotton. Oui, j'ai plusieurs questions qui émanent des journalistes qui nous suivent à distance. La première, c'est celle de Fabrice Godiano de la RTS Radio, qui parle des crèches et des structures d'accueil et qui demande: est-ce que l'État et les communes facturent des frais aux parents dont le job est indispensable et dont les enfants doivent être pris en charge? Oui, les communes facturent, puisque c'est des coûts qu'elles ont. Parfait, merci. Une deuxième question, elle émane de Maël Robert de Radio Fribourg, qui demande Madame Demière et Monsieur Gumi ont parlé de la réouverture du foyer des passereaux. Est-ce déjà effectif ou quand va-t-il ouvrir? Alors, le Conseil d'État a donné son accord hier. Le dispositif va se mettre en place avec l'engagement des personnes pour l'ouvrir. Ça devrait se faire dans ces prochains jours et semaines, mais peut-être M. Gumi par rapport à la planification. Je confirme ce que vous dites, Madame la conseillère. On a, maintenant qu'on a eu la décision, entamé évidemment des discussions avec le personnel existant. Nous avons aussi des annonces qui ont été ouvertes et donc nous sommes en phase de recrutement du personnel. Donc dès hier, on est activement à travailler sur cette ouverture prochaine, mais là, quelle date exacte,
je ne peux pas vous la donner aujourd'hui, mais on est tous d'arrache-pied sur cette question. Peut-être juste préciser encore que ce qui est prévu pour le foyer des passereaux, c'est que des repas soient livrés pour respecter toutes les consignes de rester à la maison. Puis rappeler qu'on avait gardé la location des passereaux, donc c'était vraiment un lieu qu'on avait en réserve. Donc c'est très facile de le réouvrir en tant que tel, puisqu'il a été entretenu depuis sa fermeture. Question complémentaire de Madame Robert de Radio Fribourg. Quel va être le nouveau taux d'occupation désormais dans les foyers? On sait qu'avant, c'était une chambre pour 5 ou 6 migrants au foyer d'Apoya, par exemple. Avec la réorganisation des hébergements que nous avons à disposition et des nouvelles dotations qui ont été mentionnées, nous avons calculé arriver à des taux qui étaient autour des 60, ça dépend encore des arrivées qui auront lieu ces prochains temps, bien sûr, mais on essaye d'être autour des 60-65% de taux d'occupation, ce qui permet d'avoir le maximum de précautions pour l'encadrement des personnes dans les foyers, les précautions recommandées par l'OFSP, et c'est des taux qui avoisinent aussi ceux qu'on rencontre dans les centres fédéraux. Toujours concernant les passereaux, une question de Claire Paquet du journal La Gruyère. Y a-t-il déjà une vingtaine de personnes logées aux passereaux? Alors non. Il n'y a personne qui est logé au passereau. J'ai contacté la commune hier après-midi. Comme l'a dit M. Gumi, donc le personnel est en train d'être engagé. L'objectif, c'est de transférer 35 personnes du foyer Sainte-Élisabeth vers les passereaux dès qu'on pourra être opérationnel. Donc il n'y a pas d'occupation actuelle du foyer. Autre question toujours de Madame Paquet du journal La Gruyère, ça concerne le personnel de crèche. Les 20% de salaires non couverts par les RHT sont-elles versées par les communes? Alors en fait, la question elle a été débattue au sein de cette cellule et puis on est d'avis qu'il s'agit de maintenir la survie des structures, non pas de générer une inégalité de traitement avec d'autres employés d'entreprises privées qui ne seraient indemnisés qu'à hauteur de 80% de leur salaire pour leur inactivité forcée. Mais c'est vrai, l'État reste libre de décider, comme les communes en particulier, mais en tout cas c'est la position qu'on a et qu'on va faire aussi, qui fait partie de la recommandation, donc 80%. Alors, s'il n'y a plus de questions, il reste à vous remercier infiniment, à vous souhaiter une bonne après-midi et à vous recommander de prendre soin de vous. Merci pour votre attention.